Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La loi travail à l'Assemblée nationale, un texte utile et bon pour les entreprises. Selon le Premier ministre Manuel Valls, le parcours législatif s'annonce semé d'embûches pour ce projet de loi qui risque de mettre à mal la solidité de l'exécutif face à la pression de la rue et des manifestants. La loi numérique sur le point d'être adoptée par le Sénat, mais avec des modifications. La Haute Assemblée a souhaité freiner l'open data, mais aussi encadrer les plateformes d'économie collaborative. Qu'en pense Axelle Lemaire, la secrétaire d'État au numérique? Elle sera à notre micro dans un instant. Et à suivre en direct sur notre antenne, la séance de questions d'actualité au gouvernement. Parmi les thèmes abordés cet après-midi, les négociations du TAFTA au lendemain des révélations de Greenpeace sur les coulisses de ce traité transatlantique. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes en direct, Saveria Rojek et Perrine Tarnot. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous lis en titre, la loi travail entame son marathon parlementaire. Il pourrait se transformer en un véritable parcours du combattant. Le texte est soumis à l'examen des députés à partir d'aujourd'hui. Devant l'Assemblée nationale, les manifestants sont venus nombreux dire leur hostilité à ce projet de loi. Reportage de Sandra Cerquera. La loi travail arrive à l'Assemblée nationale et les syndicats de force ouvrière à la CFE-CGC comptent bien faire pression sur les députés. Une majorité d'entre eux demande même son retrait. C'est pas la première fois qu'un gouvernement se sera trompé et qui dira je me suis trompé, on recommence tout à zéro, c'est ce qu'on propose depuis le début. Il faut que le peuple et les salariés soient entendus. Tous rassemblés aux côtés des étudiants et lycéens. La loi travail a eu beau être modifiée, elle reste pour eux inacceptable, la qualifiant même de dangereuse dans un tel contexte de chômage. La philosophie générale du projet de loi reste la même. C'est toujours l'inversion de la hiérarchie des normes, donc qui aura très concrètement pour conséquence que chaque entreprise aura son propre code du travail et donc ça favorise le dumping social, ça favorise le chantage à l'emploi, etc. Et donc ça c'est un vrai problème. Et après toujours ces mêmes dispositions derrière qui permettent de faire travailler plus, gagner moins et se faire virer plus facilement. La loi devrait être votée le 17 mai à l'Assemblée. Et même si Manuel Valls affirme ne pas privilégier l'utilisation du 49.3, il manque pour l'instant 40 voix à l'appel pour que la loi El Khomri soit adoptée. Et on va retrouver tout de suite en direct de la salle des conférences au Sénat Perrine Tarnot. Bonjour Perrine. Bonjour, pour une première réaction, et vous êtes avec le sénateur communiste et secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent. Oui, Pierre Laurent, bonjour. Vous allez interpeller tout à l'heure le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, sur les violences lors des dernières manifestations. Qui vous mettez en cause dans votre question? Les policiers ou les casseurs? Non, justement, je veux interroger le ministre sur cette stratégie de la tension qui est entretenue par les forces de police, parce qu'il y a des casseurs, effectivement, et je dirais dans ma question à quel point nous ne voulons pas reconnaître leur violence, mais il y a un problème avec l'attitude des forces de police qui sont dans les cortèges, qui provoquent des tensions depuis maintenant toutes les manifestations du 9 mars, qui l'ont refait dimanche dernier le 1er mai, avec des manifestants pacifiques, des jeunes manifestants, des syndicalistes qui se retrouvent interpellés alors qu'ils n'ont absolument pas participé à ces incidents. Donc il faut clarifier l'attitude des forces de police et c'est sur cette question que je vais interpeller le ministre. Est-ce que vous ne croyez pas que ces forces de police sont un peu à bout de nerfs, à bout de souffle? On les saluait en janvier 2015 après les attentats contre Charlie Hebdo. Elles ont fait toute la sécurité en France depuis ces premiers attentats. J'ai conscience aussi, et je l'évoquerai, de la fatigue des forces de police. Parfois probablement de leur exaspération devant tout ce qui leur est demandé. Mais je pense que justement les consignes qui leur sont données ne sont pas satisfaisantes et provoquent davantage de tensions alors qu'elles devraient être mises au service de la protection de la liberté de manifester. Et puis je vais poser une autre question, c'est qu'il faut maintenant interdire l'utilisation des flashballs, enfin de la nouvelle génération de ces armes, parce que depuis maintenant, en 2014 et 2015, elles ont provoqué 39 blessés graves et le défenseur des droits a demandé, a recommandé l'interdiction de l'usage de ces armes dans les manifestations. Je pense qu'il est temps de prendre cette décision. On écoutera donc attentivement la réponse de Bernard Cazeneuve sur ce point. Vous avez manifesté contre la loi El Khomri tout à l'heure à côté de l'Assemblée nationale. Le texte arrive ici au Sénat à partir de la mi-juin. Votre groupe, le groupe communiste, va avoir quelle attitude? Il va déposer beaucoup d'amendements contre le texte. J'imagine, ça va être une stratégie un peu d'obstruction?
Pas d'obstruction, c'est connu, nous sommes effectivement opposés au texte, nous argumenterons et nous essaierons de mettre en échec le texte. Mais peut-être qu'il ne parviendra pas au Sénat, parce que s'il n'a pas de majorité à l'Assemblée, ce qui serait sage pour le gouvernement, c'est de le retirer, tout simplement. Ou d'utiliser le 49.3. Oui, mais l'utilisation du 49.3 n'est pas rendue obligatoire par le fait qu'un texte n'a pas de majorité à l'Assemblée. La logique voudrait que si le texte ne passe pas la rampe à l'Assemblée, le gouvernement en tire les leçons et qu'il soit retiré. Sinon, nous allons entrer, alors là, dans une épreuve de force qui est démocratiquement très problématique. Autre question d'actualité, la rémunération du PDG de Renault, Carlos Ghosn. Emmanuel Macron vient de demander à Carlos Ghosn de prendre ses responsabilités et il n'exclut pas de légiférer sur ce point. Vous êtes satisfait de cette réponse du ministre de l'économie ? Je dirais qu'il était temps. Ça fait des années qu'on pose ce problème-là. On a déposé des amendements sur ces questions, y compris quand nous discutions de la loi Macron et à d'autres moments, des amendements qui nous ont été refusés. Donc il est temps qu'on se réveille sur le fait que des patrons se touchent des salaires absolument mirobolants. Donc, il y avait une première législation qui a été adoptée au début du quinquennat. Oui, mais on savait très bien qu'elle laissait en vérité toute latitude aux actionnaires et aux patrons de continuer à s'offrir des rémunérations très larges. Et c'est ce qui se passe. Donc il aurait fallu légiférer beaucoup plus tôt. Et je rappelle que nous proposons une mesure, nous continuons de proposer une mesure depuis 2012 très simple, l'encadrement des salaires jusqu'aux patrons de 1 à 20. Ça permettrait déjà à des patrons de vivre largement aisément et je pense que ça correspondrait à ce qu'est la réalité de la hiérarchie du travail, mais pas des différences astronomiques comme celles qu'on connaît aujourd'hui. Très bien, écoutez, merci beaucoup Pierre-Laurent d'avoir répondu en direct à nos questions. On vous retrouve donc dans l'hémicycle tout à l'heure pour cette question adressée à Bernard Cazeneuve. Merci beaucoup Perrine pour cette première réaction. Et vous parliez d'Emmanuel Macron. Eh bien, la Tribune publie une note confidentielle dans laquelle figure la liste des probables soutiens à Emmanuel Macron au cas où le ministre de l'économie se présenterait à l'élection présidentielle. Parmi eux, Gérard Collomb ou encore les anciennes ministres Nicole Bricq et Catherine Tasca. 17 sénateurs PS sur les 109 que compte le groupe. Une petite liste donc, mais qui en dit long sur les intentions du ministre. En 2014, pour la première fois, les élections sénatoriales étaient soumises au contrôle des comptes de campagne des candidats, alors qu'en 2017 se profile un nouveau renouvellement de la Haute Assemblée. La Commission nationale des comptes de campagne a fait un bilan de cette nouveauté. Quelles en sont les conséquences? Le détail avec Flora Sauvage. Cette année, la Commission nationale des comptes de campagne a examiné 492 comptes relatifs aux élections sénatoriales de 2014. Une première, car depuis la loi sur la transparence financière de la vie politique, les candidats au sénatorial doivent se soumettre au contrôle de leurs comptes de campagne. La commission a rejeté 17 comptes, dont 12 pour des dépenses relevant de frais de restauration et frais postaux. Les paiements directs hors mandataires financiers représentent la principale cause de rejet des comptes de campagne. 21 candidats ont été déclarés inéligibles pour une durée de 1 à 3 ans. À l'issue des contrôles des élections sénatoriales, 4 candidats élus ont été déclarés démissionnaires de leur mandat de sénateur. Le montant global des dépenses déclarées par les candidats s'élève à plus de 3 millions d'euros, soit une moyenne de 9 924 euros pour les candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Je vous le disais en titre, la loi numérique vient d'être adoptée par la Haute Assemblée, mais avec de nombreuses modifications. On va tout de suite retrouver Perrine Tarnot avec la secrétaire d'État au numérique, Axelle Lemaire, pour une première réaction à ce vote des sénateurs. Exactement. Bonjour Axelle Lemaire, merci d'être en direct sur notre antenne. Première réaction à ce vote quasiment unanime du Sénat sur votre texte. Oui, très heureuse de cette unanimité. Comme à l'Assemblée nationale, sur des sujets qui ont évolué, mais il y a très clairement un consensus national pour faire avancer notre pays grâce au numérique, avec une vision politique qui est celle de dire il ne faut pas rester passif, il faut dire non au lobby de l'impuissance publique, il faut agir dans le numérique parce qu'on veut que ce numérique, il inclue tout le monde, il soit ouvert, il soit libre, il donne des droits. Et donc c'est un texte qui était ambitieux au départ, très transversal, très interministériel, et tout le monde a été à la hauteur des enjeux. Les versions du Sénat et de l'Assemblée nationale ne sont pas tout à fait conformes. Il va donc y avoir une commission mixte paritaire entre députés et sénateurs. Quelles mesures du Sénat vous retenez? Quelles mesures du Sénat qui n'ont pas déjà été votées par l'Assemblée nationale vous souhaiteriez retenir?
Alors hier, dans un vote très serré, ont été adoptés les articles sur le e-sport, sur la compétition de jeux vidéo en ligne. C'est le Sénat qui aura fait entrer dans cette loi le e-sport dans une version que je trouve très satisfaisante. Donc c'est vrai que j'espère que ça pourra être maintenu. Il y a eu des dispositions sur l'accès donné aux chercheurs à certains types de données publiques et je crois que ça sera un outil véritablement porteur de partage des savoirs et de compétitivité pour la recherche française qui était en demande de ces dispositions. Après, sur l'ouverture des données publiques, il y a eu certains reculs. Voilà, donc il faudra, la CMP sera très utile pour trouver des équilibres entre la position de l'Assemblée et celle du Sénat. Il y a eu des dispositions qui ont fait pas mal parler, hein, notamment sur les plateformes numériques, sur des sites très connus comme Airbnb, pour pas les citer, sur la fiscalité de ces plateformes. Est-ce qu'il faut retenir ces mesures adoptées par le Sénat ? Alors ça dépend de quoi on parle. Moi je suis vraiment favorable à l'essor de l'économie collaborative quand c'est une économie du partage, d'usages nouveaux, de pratiques innovantes. Est-ce qu'il faut une fiscalité à partir d'un certain seuil de revenus ? Voilà, quand c'est une économie de la captation qui vise à contourner la loi et que des revenus professionnels devraient être fiscalisés qui ne le sont pas, alors oui, bien sûr, l'État doit intervenir. Mais je crois qu'il faut vraiment adapter la réponse au cas par cas et secteur par secteur. Alors sur Airbnb, typiquement, ce qu'il faut, c'est lutter contre les pratiques de détournement des professionnels de l'immobilier qui utilisent cette plateforme pour faire de la location de meublés touristiques de manière professionnelle. Mais après, moi, je suis contre une fiscalisation dès le premier euro pour ces usages de l'économie. Dès le seuil de 5 000 euros, ça vous semblerait raisonnable ? La question des seuils, je pense qu'elle va devoir être reposée, et notamment dans le cadre des discussions de la loi de finances. Parce que là, c'est pareil, est-ce qu'on parle d'une voiture où le seuil est très vite atteint, ou est-ce qu'on parle de petits objets d'occasion du quotidien ? Vous voyez, tout dépend des catégories visées. Un dernier amendement intéressant a été adopté hier par le Sénat autour de la numérotation des chaînes de télévision telle qu'elle est définie par le CSA. Certains bouquets de chaînes souhaiteraient modifier cette numérotation en fonction de leur chaîne, tout simplement. Est-ce que l'amendement adopté hier soir par le Sénat vous semble aller dans le bon sens ? Alors ça pose une question assez fondamentale et au-delà de transposer dans la sphère numérique ce qui existait déjà dans la sphère réelle, je pense que ça pose au fond la question de la neutralité de l'information, de la concentration des médias et du fait que des fournisseurs de services puissent pousser certains contenus audiovisuels plutôt que d'autres. Alors peut-être, je crois que ça ouvre une réflexion. Peut-être que le principe de la loyauté des plateformes en ligne qui a été adopté dans la loi, eh bien, il doit se transposer aussi en matière d'audiovisuel. La manière dont le Sénat l'a traité, pour moi, elle est partielle parce qu'on parle uniquement des chaînes de la TNT, donc quelques dizaines de chaînes, alors qu'on sait qu'il y en a plusieurs centaines en réalité. Voilà, mais ça, je trouve que la question posée est très juste. Ça ouvre une réflexion qui ne pourra pas se résumer à un seul article de loi. Très bien, écoutez, merci beaucoup Axel Lemaire d'avoir répondu en direct à nos questions. On suivra donc un petit peu ce que va devenir votre projet de loi dans le cadre de la commission mixte paritaire. Merci. Merci beaucoup Perrine. À quelques jours de l'examen en seconde lecture du projet de loi biodiversité au Sénat, les associations écologistes rappellent aux sénateurs le vote par deux fois des députés de l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes. Ils demandent à ce que les parlementaires prennent leurs responsabilités. C'est l'heure des questions d'actualité au gouvernement. Tout de suite, direction l'hémicycle et on se retrouve juste après pour l'analyse et le décryptage. Au cours de nos échanges, nos valeurs essentielles, notamment le respect des uns et des autres, et une autre valeur dont je suis le gardien qui s'appelle le temps. Je profite de cette occasion pour excuser le Premier ministre retenu à l'Assemblée nationale par le projet de loi sur les nouvelles libertés et nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. La parole est au président Didier Guillaume pour le groupe socialiste et républicain. Et pour 2 minutes, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres. Ma question s'adresse à Monsieur Féquel et concerne le traité transatlantique. Depuis très longtemps, les pays de l'Europe débattent, discutent, essaient de négocier un traité qui a pour objectif d'améliorer les échanges entre les États-Unis et l'Europe, de faire en sorte qu'il y ait plus de croissance, des créations d'emplois. Mais force est de constater aujourd'hui, Monsieur le Ministre,
que le compte n'y est pas. Depuis 2012, le gouvernement travaille. Je veux saluer Madame Bric, qui à votre place avait entamé pour ce gouvernement les discussions, et maintenant vous avec brio qui affirmez la position de la France. La question que nous devons nous poser, c'est faut-il interrompre ces discussions? Je n'appellerai pas cela des négociations, puisque malheureusement trop souvent les oukases qui nous sont présentés font qu'il n'y a pas de négociations, mais plutôt des avancées qui pourraient nous être imposées. Et notre groupe, en tout cas, pense que si nous devons continuer ces négociations, ces discussions, il faut poser des conditions. La première condition qui nous semble essentielle, c'est celle de la transparence. À l'heure de la mondialisation, au moment où l'open data, on en parle partout, il est absolument inacceptable, inadmissible qu'on ne puisse pas avoir accès à ce traité, que ce soit de façon très confidentielle. Et ça ne peut pas continuer comme cela. Ça peut être une des conditions que le gouvernement de la France doit mettre pour aller plus loin. La deuxième, c'est évidemment qu'il y ait un équilibre en termes culturels, un équilibre en termes économiques, un équilibre en termes agricoles. Il n'est pas possible qu'aujourd'hui, à l'état où nous sommes, la France soit à ce point dénigrée. Alors, Monsieur le Ministre, la question de notre groupe est très simple. Pouvez-vous affirmer clairement la position du gouvernement? Je vous ai entendu ce matin, j'ai entendu le président de la République. Arrêter ou pas les négociations, mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, nous pensons que ce traité n'est absolument pas signable. Merci. Pour répondre au président Guillaume, la parole est à Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur pour 2 minutes, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le Président Didier Guillaume. Je sais que vous êtes très impliqué sur ce sujet, comme l'ensemble de votre groupe et comme d'ailleurs l'ensemble des groupes de la Haute Assemblée. Mais oui, j'ai eu déjà à de nombreuses reprises l'occasion de venir m'exprimer devant vous, que ce soit dans l'hémicycle ou que ce soit dans des séances de commission. Vous avez adopté de nombreuses résolutions et de nombreux textes ont été signés par les parlementaires pour faire le point sur ce sujet. D'abord, la transparence. Vous avez parfaitement raison, Monsieur le Président, de rappeler cet impératif catégorique de transparence des négociations commerciales. Il n'est plus possible de négocier derrière des portes closes. Les citoyens sont concernés au premier chef par ces négociations, ils ont le droit de savoir, ils doivent avoir accès aux informations. Sur demande de la France, vous avez depuis le début de cette année, Mesdames et Messieurs les parlementaires, accès aux documents de négociation. Mais ce n'est pas suffisant, car les conditions sont trop restrictives et je suis favorable à ce qu'il puisse y avoir de l'open data sur ce sujet. En effet, il ne s'agit plus simplement de discussions tarifaires, mais de discussions sur les normes. Elles vous concernent, elles concernent les citoyens. Ils doivent donc pouvoir avoir accès à tout. De la même manière, et le président de la République l'a là aussi affirmé avec force, les lignes rouges de la France sont connues. Nous défendons notre agriculture. C'est la diplomatie des terroirs que je mène avec Stéphane Le Foll pour défendre nos secteurs productifs, pour défendre nos indications géographiques et nos appellations. Nous sommes favorables à ce que nos PME puissent travailler avec les États-Unis et avoir accès au marché américain, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et nous souhaitons des règles communes sur la finance et sur la question des services. Sur aucun des sujets, les conditions ne sont aujourd'hui réunies. Et cela fait plus de 18 mois que je construis la stratégie française sur ce sujet. Elle n'a jamais varié. Le président de la République a affirmé avec précision et avec force ce matin qu'en l'état, pour la France, c'est non. Monsieur Guillaume, non. La parole est maintenant à Madame Sophie Joissains pour le groupe Union des démocrates, Union centriste, et pour 2 minutes. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ce traité, Didier Guillaume vient d'en parler, nourrit des inquiétudes fort légitimes et à tous les niveaux. L'ensemble de la vie économique de l'Europe, de la France, de notre vie quotidienne, de nos choix de société pourrait en être totalement bouleversé. L'objectif revendiqué de la Commission européenne est pourtant une harmonisation respectueuse et équilibrée des normes. Cela suppose de la confiance, cela suppose de la transparence. Vous venez d'en parler, Monsieur le Ministre. De transparence, il n'y en a pas. Les journaux bruissent d'une actualité dérobée. Est-elle juste? Fantasmée? Comment savoir? Les parlementaires nationaux sont bafoués et font l'objet, vous parliez de consultation, ils font l'objet d'un simulacre de consultation. Chapitre choisi, temps limité, pas d'accompagnant. Cette consultation, et c'est là le point crucial,
se fait sur le texte juridique original en langue anglaise, texte juridique et technique original en langue anglaise, sans qu'on ait le droit d'avoir un dictionnaire et encore moins un traducteur à nos côtés. Combien d'entre nous ici parlent anglais couramment? Je demande. Combien sont des juristes anglophones? Je demande encore. Comprendre les finesses et les implications d'un traité dans sa propre langue suppose déjà d'être un spécialiste de bon niveau. Le reste, vous parlez des citoyens, mais je trouve dommage que vous n'ayez pas parlé aussi des représentants des citoyens, c'est-à-dire des parlementaires et des conditions qui nous sont offertes. Il n'y a là ni consultation ni transparence. Et le simulacre est bien pire, parce que s'il y a simulacre, on pourra dire qu'on nous a consultés, comme vous venez de le faire, Monsieur le ministre. J'ai demandé au président du Sénat, Gérard Larcher, d'organiser une consultation digne de ce nom pour l'ensemble des parlementaires qui souhaiteraient s'impliquer. Mais en a-t-il le droit? En a-t-il la possibilité? La Commission et les États-Unis lui laissent-ils cette possibilité? La population est inquiète et les autres États membres commencent à s'agiter. Je demande au gouvernement quelle est sa position face à cette consultation des parlementaires, à ce simulacre, à ce mépris affiché pour l'État français, pour les parlementaires nationaux et, le cas échéant, combien ils pensent intervenir pour établir enfin une situation acceptable et précise. Merci. La parole est à Matthias Fekl. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Madame la sénatrice Sophie Joissaint, que je cherche, qui est là, pardon. Vous attirez l'attention du gouvernement, ou plus exactement, vous interpellez le gouvernement sur la transparence, qui est effectivement un sujet essentiel dans ces négociations. Sur demande française, relayée aussi par d'autres États membres, nous avons obtenu, en fin d'année 2014, la transparence d'abord sur le mandat de négociation. Et c'était une demande déjà de ma prédécesseure, Madame Brick, comme de ma prédécesseure, Madame Pellerin. Nous l'avons obtenu sous présidence italienne. J'ai réformé le comité de suivi stratégique que Mme Brick avait mis en place au Quai d'Orsay pour recevoir désormais des parlementaires. Mais ce n'était pas au Quai d'Orsay, à l'époque c'était à Bercy, mais c'est maintenant au Quai d'Orsay, c'est ainsi. Et c'est la diplomatie économique qui est en action. Pour recevoir les parlementaires qui travaillent sur ce sujet et aussi la société civile, les syndicats et les ONG pour leur rendre régulièrement des comptes. Et vous avez accès, encore une fois depuis le début de cette année, à l'ensemble des textes dans des conditions, il est vrai, et le gouvernement est parfaitement d'accord là-dessus, trop restrictives. Ce sont les règles internationales qui nous contraignent aujourd'hui. Je suis favorable à ce qu'il puisse y avoir de l'open data sur ce sujet pour que tout le monde ait accès à l'ensemble des informations. Je rappelle qu'ici, au Sénat, un groupe de travail spécifique a été mis en place sur le TAFTA, présidé par le président Lenoir, et que l'ensemble des groupes s'impliquent et votent souvent d'ailleurs à l'unanimité des résolutions sur le sujet. Et puis, il y a la question de la langue française et des autres langues de l'Union pour accéder aux différents documents. La position de la France là-dessus est constante, fidèle d'ailleurs au message de la francophonie. Nous souhaitons que les documents soient accessibles en français. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de réitérer cette demande auprès de la commissaire européenne. C'est un enjeu démocratique, un enjeu d'accès à l'information pour vous, pour les citoyens, et c'est une constante de la position française sur ce sujet. Force est de constater qu'elle n'est pas là non plus au rendez-vous aujourd'hui au niveau européen. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à notre collègue André Triard pour le groupe Les Républicains, et ce pour 2 minutes, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, la violence s'insinue quotidiennement partout en France. Il n'y a plus un jour sans que des dégâts inacceptables ne soient commis sur la voie publique. Des agressions inadmissibles qui ont valu d'ailleurs une hospitalisation en urgence à un fonctionnaire de police. À Nantes, les casseurs zadistes du centre-ville brûlent des voitures, les commerçants sont terrorisés, le Go-Sport de la place de Bretagne a été entièrement dévalisé. Des casseurs que l'on retrouve à Paris où vous avez abandonné pendant 5 semaines la place de la République à la pagaille. Une violence dont vous vous êtes fait complice sous couvert de bons sentiments. Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, nous a répondu mardi dernier le ministre chargé des relations avec le Parlement. Quel manque de lucidité!
La fatalité vous rattrape. Vous avez dû discrètement faire évacuer la place de la République où, sous couvert de réinventer la démocratie, on a dépavé une place qui venait d'être réaménagée à grands frais, où une bouche de métro a été incendiée. Avez-vous pensé un instant à ce que vivent la nuit les riverains? Vous soumettez le personnel de police et de gendarmerie à une situation difficile et intenable. Ils subissent avec ordre de ne pas intervenir des insultes, des crachats et de la violence. Leurs nerfs sont quotidiennement mis à l'épreuve après des mois d'extrême tension liés à l'état d'urgence. Les Français attendent d'être protégés et les fonctionnaires d'être dirigés. L'État n'a plus aucune autorité dans un pays où le laxisme invite à toujours plus de violence. Quand allez-vous faire cesser de prêcher des bons sentiments pour prendre la vraie mesure des choses? Quand allez-vous rétablir l'autorité de l'État? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, et pour 2 minutes. Monsieur le sénateur, je crois que lorsqu'il y a des tensions dans un pays qui peuvent conduire à des violences extrêmes, la responsabilité de ceux qui portent une parole publique, c'est de convoquer avec la plus grande rigueur la vérité. Pour ce qui concerne d'abord les consignes qui ont été données par mes soins à ceux qui sont en charge du maintien de l'ordre, c'est-à-dire les policiers et les gendarmes, elles l'ont été par télégramme, à plusieurs reprises avant les manifestations. J'ai rendu ces télégrammes publics. Je les adresserai pour ceux à venir au président des commissions des lois des 2 assemblées. Que disent ces télégrammes? D'abord, il doit y avoir, lorsqu'il y a des casseurs, des interpellations pour que dans la plus grande sévérité, le droit passe. Il y a eu, monsieur le sénateur, depuis le début des manifestations, 1000 interpellations. Et vous parliez des manifestations de Nantes de jeudi dernier. 39 personnes ont été interpellées, 24 gardées à vue, 4 personnes ont été condamnées à des peines de prison, dont des peines de prison fermes, 4 personnes ont été mises en examen, 1 personne a été écrouée et les procédures judiciaires se poursuivent. Donc dire, comme cela a été dit à l'instant, qu'il y a des consignes pour qu'il n'y ait pas de fermeté, c'est une contre-vérité. Car je viens de rappeler très clairement ce que nous avons fait. La deuxième chose que je voudrais dire, monsieur le sénateur, c'est qu'on peut rendre hommage aux forces de l'ordre. Enfin, s'il y a des interpellations et s'il y a des interventions, c'est parce que les forces de l'ordre sont en première ligne. Et quand il y a des policiers qui sont blessés par des pavés, quand il y a des policiers que j'ai été visiter et qui ont une fracture du crâne parce qu'il y a des violences inacceptables, on ne fait pas des théories vaseuses en convoquant des contre-vérités sur l'autorité de l'État. On leur rend hommage en raison de l'action qu'ils conduisent. Et ça, c'est ma responsabilité que de le faire. Enfin, il y a un troisième point sur lequel je voudrais insister, monsieur le sénateur, c'est que nous sommes dans un état de droit. Et on peut, dans un état de droit, considérer qu'en contravention avec le droit, on peut interdire des manifestations. Mais je vous rappelle quand même que le Conseil d'État, comme le Conseil constitutionnel, se sont prononcés dans une décision le 16 février dernier qui définit le cadre de droit qui préside aux interdictions de manifestation, et je me conforme rigoureusement à ce qu'est l'état du droit, parce que c'est cela, être républicain quand on est responsable. « 7 secondes, monsieur. » Alors, je dirais une seule phrase. Vous savez mieux que quiconque, monsieur le ministre, qu'il n'y a pas de démocratie dans le désordre. Merci. La parole est à Pierre-Yves Collombat pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen et pour 2 minutes. Monsieur le ministre chargé de me répondre, comme vous le savez, demain devrait s'achever le procès intenté par la justice luxembourgeoise à 3 de nos concitoyens pour avoir rendu publique l'une des techniques de captation de la richesse fiscale de l'Union européenne inventée par le Grand-Duché, alors gouverné par l'actuel président de la Commission. Le monde à l'envers. François Hollande a remercié les inculpés, ajoutant, je le cite, « Ils prennent des risques, ils doivent donc être protégés ». Fort bien. La question est la suivante. Quand pourra-t-on remercier le gouvernement d'avoir débarrassé l'Europe de ses paradis fiscaux et des pratiques prédatrices entre partenaires qui ruinent la France et ses concitoyens? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État
en charge des relations avec le Parlement. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le sénateur. Vous avez, à juste titre, évoqué le cas du lanceur d'alerte Antoine Deltour, qui a posé évidemment le fameux scandale des rulings, qui fait, comme chacun le sait ici, référence à cette pratique que nous trouvons inéquitable en matière fiscale. Vous le savez aussi sans doute que le projet de loi qui sera, et bien évidemment la France est aux côtés de cette idée de la défense des lanceurs d'alerte, et c'est pourquoi dans la loi qui sera présentée d'ici quelques semaines devant votre Assemblée, la loi relative à la protection des lanceurs d'alerte, il y aura des dispositions qui iront dans le sens que vous souhaitez. S'agissant à proprement parler du scandale, les décisions fiscales dérogatoires qui étaient accordées à des multinationales par le Luxembourg, nous avons avancé à l'échelle européenne le 8 décembre dernier au niveau du Conseil la directive sur l'échange automatique des rulings qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017. S'agissant plus généralement de la lutte contre l'évasion fiscale, qui était aussi évidemment un aspect de votre question, nous agissons à tous les échelons. D'une part au niveau de l'Union européenne, à travers la directive sur les rulings, et le projet de directive pour un reporting public pays par pays auquel la France est pleinement favorable. L'OCDE ensuite avec le fameux accord BEPS qui lutte contre l'optimisation fiscale. Et enfin, depuis 2012, 70 mesures ont été adoptées dans le droit national avec des résultats très significatifs. 21 milliards d'euros de redressement en 2015 contre seulement 16 milliards dans les années traditionnelles. Je pourrais aussi rappeler l'action de ce gouvernement dans le cadre dans l'affaire des Panama Papers. Et vous savez que nous nous battons au plan international, au niveau du G20, pour que soient adoptés les meilleurs standards de transparence et qu'ils soient appliqués dans chacun des pays. Comme vous le voyez, monsieur le sénateur, nous avons une action globale qui commence à porter ses fruits et en tout cas qui fait reculer partout les mesures d'évasion ou d'optimisation fiscale que vous dénoncez. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Colomba, pour réplique. Monsieur le ministre, je crains que vous n'ayez pas réalisé vraiment l'absurdité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Cette affaire m'a rappelé des débats plus anciens au Sénat, et notamment ce constat de Jean Arthuis, qui n'est pas connu pour avoir des bouffées de colère, et qui évoquait ainsi la situation en parlant justement de Jean-Claude Juncker, qui à l'époque n'était que président de l'Eurogroupe. Et il disait « Le matin, il nous rappelle nos obligations d'équilibre des finances publiques et l'après-midi, il nous fait les poches grâce au régime luxembourgeois sur la fiscalité et le secret bancaire. » Alors je vous demande simplement, monsieur le ministre, de déployer autant d'énergie que vous mettez à faire les poches des collectivités territoriales, à faire cesser ces pratiques légales de pickpocket. Merci. La parole. La parole. La parole. La parole. S'il vous plaît. On a tous compris. La parole est maintenant au président de Zessar, puisque je lui souhaite le meilleur pour son mandat de président, pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Et 2 minutes. Monsieur le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, l'entreprise EDF a annoncé vouloir procéder à une augmentation de capital de 4 milliards d'euros, à laquelle l'État entend participer à hauteur de 3 milliards d'euros. Ce plan de renflouement intervient alors que la dette d'EDF atteint aujourd'hui 37,5 milliards d'euros. En complément de cette augmentation de capital, l'entreprise compte réduire ses dépenses d'1 milliard d'euros en 2019 par rapport à 2015, céder 10 milliards d'euros d'actifs jusqu'en 2020 et réduire de 2 milliards d'euros ses investissements jusqu'en 2018. Dans une logique purement comptable, on voit bien que le compte n'y est pas et que ces économies, 13 milliards sur 5 ans, ne permettront pas de résorber cette dette colossale.
Mais la question principale est que le nucléaire est une énergie qui coûte de plus en plus cher à produire. Une étude de Greenpeace de juin 2014 estime que dès 2025, le nucléaire deviendra l'énergie la plus coûteuse avec 133 € le mégawattheure, bien au-dessus de toutes les énergies renouvelables dont le prix serait compris entre 60 et 120 € le mégawattheure. Dès lors, pourquoi s'entêter à poursuivre dans le nucléaire alors que celui-ci ne peut manifestement pas être rentable dans un marché sur lequel le prix de vente en gros de l'électricité est passé de 40 € le mégawattheure en 2015 à 30 € aujourd'hui? Pourquoi continuer à investir massivement 10,5 milliards à Flamanville, 16 à 24 milliards pour Hinkley Point, 51 milliards dans le grand carénage, dans une énergie qui est plus rentable? D'où ma question, Monsieur le Ministre. Pourquoi l'État, qui je le rappelle est premier actionnaire d'EDF à 85%, n'impulse pas dès aujourd'hui un changement responsable dans les orientations stratégiques d'EDF en mettant le cap de manière résolue vers le renouvelable et en arrêtant de promouvoir une énergie nucléaire dangereuse, dépassée et coûteuse? La parole est au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Monsieur Emmanuel Macron, et pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Desessard, si je suivais votre raisonnement jusqu'au bout, nous n'ouvrions plus aujourd'hui que des centrales à charbon. C'est ça la réalité de votre raisonnement. Parce que l'énergie aujourd'hui compte 26 € du mégawattheure, l'électricité, en raison de la baisse du coût de la lignite et du charbon importé, ce qui est le rééquilibrage de l'économie mondiale, l'une des conséquences du gaz de schiste. Et donc, aucune production énergétique aujourd'hui n'est rentable au regard de ce prix. Aucune, à l'exception du charbon importé. Je crois que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Et donc aujourd'hui, les énergies renouvelables, elles ne sont pas rentables, en effet, à ce prix-là. Aujourd'hui, le nucléaire, dont le coût cash, comme on dit, est environ 32 € du mégawattheure, n'est pas rentable à court terme. La reine est à 42 € du mégawattheure. Et aujourd'hui, les autres énergies, même le gaz, ne sont pas rentables. Donc votre raisonnement ne tient pas. Pourquoi? Parce que précisément pour la production énergétique, c'est la clé de notre souveraineté énergétique et de notre vision plus large sur le plan environnemental, nous devons justement avoir une politique de long terme. Alors, le nucléaire ne règle pas tout. Et le souhait du gouvernement a précisément été de diminuer notre dépendance au nucléaire, mais de manière réaliste, c'est-à-dire en respectant cette souveraineté énergétique, sans sacrifier de l'emploi et en faisant monter en parallèle des énergies alternatives, le renouvelable. Mais il faut le faire au bon rythme, en bon ordre. C'est notre politique. Le nucléaire, à côté de cela, c'est ce qui permet de maintenir notre souveraineté. Je regarde nos voisins allemands, ils sont dépendants aujourd'hui du gaz russe, du charbon et de beaucoup d'autres formes d'énergie. Et donc, nous avons besoin aujourd'hui du nucléaire en complément des énergies renouvelables qui vont progressivement monter en puissance. Donc aujourd'hui, la stratégie d'EDF et avec elle, évidemment, de l'État actionnaire, eh bien, c'est de renforcer les investissements sur le parc existant, de réinvestir pour une nouvelle génération de centrales plus sûres et qui développeront cela, et d'investir dans le renouvelable qui précisément va monter à côté de cela en capacité. Et nous le faisons là aussi en bon ordre parce que le nucléaire est aujourd'hui au cœur de notre souveraineté énergétique. Il ne s'agit pas simplement de faire des déclarations d'amour au nucléaire aujourd'hui ou de le conchier. Il s'agit de le faire de manière organisée, comme nous le faisons, avec une vraie stratégie de refonte de la filière. La parole est maintenant à Monsieur Pierre Laurent pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Et pour 2 minutes, et j'appelle chacun à respecter son temps. Monsieur le ministre de l'Intérieur, depuis maintenant 2 mois, les manifestations se succèdent contre la loi travail, très majoritairement rejetée dans l'opinion publique. Ces manifestations ont toute légitimité à se poursuivre, puisque le gouvernement, lui, s'obstine sur ce qui fonde la contestation. Vous êtes d'ailleurs aujourd'hui sans majorité pour faire voter ce texte, prêt semble-t-il à utiliser une nouvelle fois l'arme antidémocratique du 49.3, alors que le retrait du texte serait la seule issue raisonnable. C'est dans ce contexte que des questions lourdes sont soulevées sur les consignes données aux forces de l'ordre face aux mobilisations. Depuis le 9 mars, un scénario identique se répète. Dans les cortèges, je parle des cortèges de manifestants, on constate la présence inhabituelle des forces de police, en tenue ou en civil, au contact direct de ces manifestants,
provoquant des tensions croissantes, des violences et des arrestations qui visent non pas des casseurs, mais des jeunes manifestants et des syndicalistes. Et les témoignages s'accumulent en la matière. Vous le savez, nous rejetons la violence de quelques casseurs qui desserrent les mouvements et qui sont utilisés, comme on vient de l'entendre, sur les bancs de la droite pour tenter de discréditer les mobilisations. Nous savons aussi la fatigue des policiers et la dangerosité de l'exécution d'ordres qui mettent en cause leur sécurité comme celle des manifestants. Mais les comportements inadmissibles formellement constatés se multiplient, ainsi qu'un usage disproportionné de la force avec l'utilisation massive de gaz lacrymogène et, plus grave, des nouveaux lanceurs de balles de défense qui ont fait perdre un œil à un jeune étudiant en géographie de 21 ans. Monsieur le ministre, allez-vous enfin renoncer à cette stratégie de tension et d'intimidation pour faire respecter dans la sécurité de tous, celle des manifestants comme celle des forces de l'ordre, le droit constitutionnel de manifester? Et allez-vous interdire l'utilisation des lanceurs de balles de défense dans les manifestations, comme le recommande depuis juillet dernier le défenseur des droits? J'ai fini. L'usage de ces armes ayant provoqué 39 blessés graves et 1 mort entre 2014 et 2015. La parole est au ministre de l'Intérieur, Monsieur Bernard Cazeneuve, pour 2 minutes. Monsieur le sénateur, pendant cette séance, j'aurais eu 2 questions. Une première venant de l'opposition, expliquant qu'il n'y a aucune consigne donnée aux forces de l'ordre pour témoigner d'une fermeté à l'égard des casseurs, et puis une seconde émanant de vous, disant qu'il y a des consignes d'extrême dureté à l'égard des manifestants. J'en conclus que le parti de l'outrance sait se réunir lorsqu'il s'agit, dans la manipulation, de travestir ce qu'est la réalité de l'action des forces de l'ordre. Et Monsieur Laurent, laissez-moi vous dire avec la plus grande netteté les choses, qu'à aucun moment il n'y ait un mot dans la question que vous avez posée. Oui, Madame la sénatrice, il faut être sérieux. Et qu'à aucun moment il n'y ait un mot pour dire qu'il y a eu l'an dernier 18 000 policiers blessés et 8 d'entre eux décédés, victimes de violences. Qu'il n'y ait pas un mot pour dire que depuis des mois, il y a des policiers et des gendarmes en France face à un niveau de menace terroriste extrêmement élevé, qui assure la protection des lieux de culte, qui assure la protection des Français, quelles que soient leurs origines, pour que la paix sociale puisse être maintenue et que les libertés publiques puissent être préservées, est absolument, je vous le dis, monsieur le sénateur Laurent, scandaleux. Et moi, je veux rendre ici hommage à tous les policiers et à tous les gendarmes de France qui exposent leur vie pour assurer la protection des autres Français, avec la reconnaissance qu'on leur doit et la gratitude qu'on leur doit, parce que les policiers de France, lorsqu'ils sont à l'œuvre tous les jours, sont aussi, pour le cas où ça vous aurait échappé, monsieur Laurent, des travailleurs. Il n'y a pas eu un mot dans votre question pour dénoncer ceux qui manifestent masqués, ceux qui manifestent avec des cocktails Molotov, qui sont accueillis dans les cortèges et que nous protégeons ces cortèges de ces casseurs pour que ceux qui sont d'authentiques manifestants puissent manifester. Et vous n'avez pas eu non plus un mot pour dénoncer des affiches indignes qui mettent en cause les forces de l'ordre, les forces de l'ordre qui accomplissent leur mission. Alors quand on est dans la République et qu'on veut dans la République l'apaisement, on ne joue pas constamment la tension, on ne laisse pas croire que le ministre de l'Intérieur a donné des consignes qu'il n'a pas données. On recherche la vérité, c'est ça la dignité, et la dignité elle n'était pas dans votre question. À la fin. Vous n'avez plus de temps. Non. La parole est à monsieur Thani Mohamed Soilihi pour le groupe socialiste et républicain. En fin de séance, si vous avez des observations. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, durant plus de 2 semaines, Mayotte a été paralysée par une grève générale à laquelle des violences urbaines intolérables se sont rajoutées. Pourtant, malgré leur gravité, ces événements ont peiné à se frayer un chemin hors des médias locaux. Il faudrait que ces événements puissent se frayer un chemin ici au Sénat, mes chers collègues, s'il vous plaît. Le mouvement social déclenché par les syndicats, dont les revendications concernant l'égalité réelle en matière de prestations sociales et de législation du travail, a fait l'objet de discussions avec le gouvernement à Paris. Un accord de principe a été trouvé. En marge de ce mouvement, des actes de violence orchestrés par des casseurs ont coûté la vie à un père de famille.
Ce département a connu entre 2010 et 2014 une augmentation importante des atteintes aux personnes de plus de 76% et aux biens de plus de 68%. Un tiers de ces actes est imputable à des mineurs. Nonobstant le travail de la justice sur place, celle-ci déplore le manque de moyens, notamment dans la diversité des réponses judiciaires. Las de cette situation, 5000 personnes avaient défilé dans les rues de Mamoudzou pour dénoncer cette montée de violence et d'insécurité et crier leur exaspération. Cette mobilisation citoyenne de solidarité et d'espoir dans l'avenir du département ne pouvait rester sans réponse. La population a entendu montrer sa voix en la justice républicaine plutôt qu'à des formes de justice privée qui commencent hélas à faire leur apparition. Le Premier ministre s'est engagé mardi dernier à prendre une série de mesures fortes en faveur de cette île. Il a également annoncé un plan contre l'insécurité et l'immigration clandestine dont le contenu, qui sera connu d'ici un mois, s'appuiera probablement sur les préconisations faites par la mission qui a été dépêchée sur place en mars dernier. L'insécurité et l'immigration sont devenues les deux principales préoccupations des Mahorais et risquent, si des réponses fortes ne sont pas apportées, de causer des troubles graves dans la société. Pourriez-vous, Monsieur le ministre, préciser, même dans les grandes lignes, l'ensemble de ces mesures et leur calendrier? Monsieur le ministre de l'Intérieur, en 2 minutes. Là. Monsieur le sénateur, vous m'interpellez sur la situation à Mayotte et je suis très conscient de la dégradation de la situation sécuritaire et c'est la raison pour laquelle, au cours des derniers mois, en très étroite liaison d'ailleurs avec les parlementaires de Mayotte, j'ai pris la décision de rehausser significativement les effectifs des forces de l'ordre à Mayotte de 72 effectifs. Mais ce n'est pas simplement une question d'effectifs, c'est aussi un problème d'organisation des forces, c'est aussi un problème de relation entre la préfecture, les forces de l'ordre, l'autorité judiciaire et les collectivités locales. Et puis aussi, il faut regarder si nous ne pouvons pas, dans le cadre d'une organisation nouvelle, rehausser encore le niveau des effectifs. C'est la raison pour laquelle j'ai envoyé une mission à Mayotte qui m'a rendu ses conclusions il y a de cela 3 semaines et j'annoncerai à la fin du mois, comme l'a indiqué le Premier ministre, un dispositif global qui concernera l'organisation, les effectifs et l'articulation du rôle entre les collectivités locales, la justice, la préfecture et les forces de l'ordre, de manière à ce que nous puissions améliorer significativement les résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce que je souhaite. Et je me rendrai, comme l'a dit le Premier ministre, à Mayotte dans les mois qui viennent, de manière à constater l'adéquation entre les objectifs que nous sommes assignés et les résultats que nous aurons obtenus. Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à notre collègue François Calvet pour le groupe Les Républicains et pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales. Monsieur le ministre, les communes de montagne sont en péril. La 3e tranche de baisse des dotations aux collectivités locales de plus de 3,5 milliards les fragilise encore un peu plus. En effet, il n'y a plus de dotation spécifique pour la montagne, mais une péréquation et des dotations dites verticales. Les communes de montagne ne s'y retrouvent pas. Dans son obsession égalitariste, le gouvernement croit juste de traiter l'ensemble du territoire de la même manière, sans tenir compte des disparités géographiques, de l'inégalité naturelle qu'elles engendrent et que la philosophie même d'aménagement du territoire a pour objet de compenser. Comme nous sommes encore sous l'empire de la loi montagne votée il y a 30 ans, axée dans la pratique sur la protection de la nature au détriment du développement économique, le dynamisme économique de ces territoires est en net recul. Par ailleurs, l'absence d'assouplissement des normes sont une cause aggravante de la désertification de ces zones, notamment en matière de services publics et d'accessibilité. La montagne est aussi devenue synonyme de désert médical. Enfin, jamais un gouvernement n'a autant modifié l'organisation territoriale comme vous l'avez fait depuis le début de ce quinquennat, avec l'élargissement des frontières des cantons
et la création de nouvelles régions, et cela systématiquement au détriment de la ruralité. Ma question est simple, Monsieur le ministre. Quand je regarde mes belles Pyrénées, je vous demande si dans notre pays... Conclusion. Je vous demande si dans notre pays, les territoires montagnards et ruraux ne seront pas les grands oubliés de ce quinquennat. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Aménagement du Territoire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Calvet, je vous rassure, la ruralité et la montagne ne seront pas oubliées. Je répondais jeudi, ici même, à un de vos collègues concernant la ruralité, les mesures que nous avons prises, et je vous annonçais qu'un nouveau comité interministériel ruralité aura lieu dans 3 semaines. Concernant la montagne, il va de soi que les spécificités sont reconnues et que nous souhaitons un aménagement harmonieux du territoire et de toutes les zones qui composent le territoire français. Pour ce faire, nous avons débloqué un fonds d'1 milliard, parce qu'on parlait tout à l'heure des poches des collectivités qui étaient faites, mais là c'est 1 milliard que nous avons mis, 500 millions pour l'investissement, 300 millions pour les centres-bourgs, 200 millions de DETR supplémentaires, et la montagne naturellement a accès à ce fonds qui d'ailleurs au passage est déconcentré auprès des préfets et fonctionne très bien. Le comité national de la montagne s'est tenu le 25 septembre à Chamonix, en présence du Premier ministre et d'un certain nombre d'autres membres du gouvernement, et a tracé la feuille de route. Nous avons mis en place, puisque vous me parlez de problèmes de santé, nous avons mis en place les maisons de santé qui connaissent un succès remarquable, puisque 1000 d'entre elles seront ouvertes à la fin de l'année. Nous avons mis en place les maisons de service au public qui permettent, pour la première fois au-delà du discours, de ramener le service public dans la ruralité et dans la montagne. 1000 d'entre elles seront ouvertes à la fin de l'année. Enfin, monsieur le sénateur, je tiens à vous annoncer qu'un texte montagne sera déposé au Parlement à la session d'automne et que nous aurons ensemble de nouveau à discuter de la montagne. La loi que vous appelez de vos voeux sera une réalité. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Madame Marie Mercier pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 avril, le gel a frappé le vignoble de Bourgogne, mais aussi les vignes de nombreuses autres régions de France. Ces épisodes de gelée ont été particulièrement importants et leurs impacts sont dramatiques, voire irréversibles. Il s'agit de pertes de récoltes sèches estimées entre 50 et 60% par exemple à Mercurey, Rully ou Bouzeron, en Saône-et-Loire, où 300 hectares de vignes sont impactés. En Côte d'Or, Puligny-Montrachet, Chassagne, Meursault, Corton, Beaune, mais aussi dans l'Yonne, de lourds dégâts sont aussi à déplorer. Certains domaines ont perdu jusqu'à 100% de leurs récoltes, mais les pertes sont très variables d'une parcelle à l'autre. Ces gelées printanières sont extrêmement rares et graves, surtout lorsqu'elles ont lieu 3 jours de suite. Les assurances récoltes restant chères, beaucoup de ces vignerons ne sont pas assurés. Aussi, Monsieur le Ministre, je souhaite votre intervention pour classer en catastrophe naturelle ces 3 épisodes de gelée, suspendre ou reporter le paiement des charges sociales à la MSA, différer les subventions agrimaires pour permettre aux exploitations de se remettre sur pied financièrement avant d'engager d'autres investissements, ajourner les remboursements d'emprunts des viticulteurs impactés auprès des organismes bancaires. Monsieur le Ministre, pourriez-vous me confirmer que le gouvernement prend toute la mesure de la catastrophe naturelle qui s'est abattue sur notre vignoble et qu'il compte intervenir pour soutenir nos vignerons? La parole est au ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire, Monsieur Stéphane Le Foll, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Madame la sénatrice, j'ai lu dans les visages à l'évocation des vignobles que vous avez cités nombre de connaisseurs et d'amoureux des vins de Bourgogne. Sachez que le ministre en fait partie. Vous avez évoqué un gel, ce qui arrive,
tardif et qui a des conséquences sur la future récolte de 2016. Et vous vous êtes posé la question de savoir si le gouvernement était mobilisé. Bien sûr, nous sommes mobilisés sur ce sujet qui va porter donc sur le millésime 2016 et qu'il faudra qu'on évalue au moment où ces récoltes auraient dû avoir lieu, les conséquences en termes de pertes économiques. Avec, vous l'avez évoqué, des possibilités d'allègement, de report de charges qui seront de toute façon mises à la disposition de l'ensemble des vignobles et puis aussi sur les achats et sur les questions de stock liées à ces vignobles. Je rajouterai un point. Vous le savez, sur ces débats, on a eu à plusieurs reprises des accidents climatiques très importants. Là, il s'agit de gel, mais nous avons connu des grêles et des sécheresses, mais des grêles surtout, qui ont causé de graves dégâts. Aujourd'hui, et ça avait été un débat avec Gérard César qu'on a poussé et qui avance sur l'assurance qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour arriver à faire face à ces aléas climatiques. Donc je vous le rappelle, on a beaucoup progressé, il faut encore qu'on progresse et des propositions supplémentaires sont à faire sur ce sujet. Mais soyez certaine, Madame la sénatrice, que sur cette question, comme sur d'autres d'ailleurs, le gouvernement est aux côtés des viticulteurs et mettra en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour leur permettre de redresser une situation effectivement difficile. Madame Mercier pour 15 secondes. Merci Monsieur le Ministre. Plus que jamais, nos vignerons et nos domaines viticoles ont besoin de votre soutien. Cette filière ne veut pas être plainte, elle veut être aidée. Le gouvernement porterait une lourde responsabilité de ne pas l'accompagner. Merci. La parole est à Luc Carvounas pour le groupe socialiste et républicain pour 2 minutes. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre Harlem Désir, mes chers collègues, ma question est relative à l'inquiétant regain de tension entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Dans la nuit du 1er au 2 avril dernier, comme vous le savez, l'armée azérie a violé le cessez-le-feu instauré en 1994 entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie au Karabakh. Lors de ces combats, on a dénombré une quarantaine de morts, dont des victimes civiles. Il s'agit des affrontements les plus meurtriers depuis 1994 et même certains observateurs évoquent un retour à la situation de 1988 en termes de pic de tension. Les autorités du Haut-Karabakh ont annoncé mardi 5 avril avoir conclu un accord de cessez-le-feu avec les forces azerbaïdjanaises pour mettre fin à 4 jours de violents combats dans cette zone stratégique du Caucase. Comme s'y est engagé le président de la République François Hollande, la France joue depuis 2012 un rôle majeur dans la résolution du conflit en coprésidant le groupe de Minsk. Monsieur le secrétaire d'État Harlem Désir, vous qui êtes chargé des affaires européennes, vous vous êtes rendu en Arménie, en Azerbaïdjan, les 25 et 26 avril dernier. Avec vos interlocuteurs dans les 2 capitales, vous avez évoqué le conflit du Haut-Karabakh et vous avez rappelé l'attachement de la France au respect du cessez-le-feu ainsi qu'à la reprise des négociations sous la médiation des coprésidents du groupe de Minsk. Nous constatons à regret l'absence de volonté du pouvoir azéri d'atteindre à une paix juste et définitive. Et je ne parle même pas des déclarations du président turc qui ne font que jeter un peu plus d'huile sur le feu. Monsieur le ministre, jamais le risque de déclencher des combats incontrôlables n'a paru si grand et toute escalade dans cette zone de conflit pourrait avoir des conséquences internationales dramatiques. Par conséquent, pouvez-vous nous indiquer quelles initiatives compte prendre notre diplomatie pour apaiser cette situation? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Luc Carvounas, vous avez raison de souligner l'urgence et la gravité de la situation au Haut-Karabakh suite aux événements qui se sont déroulés au début du mois d'avril. Cette dégradation, ce nouveau regain d'affrontements militaires montre que ce serait une grave erreur que de penser que le simple maintien du statu quo puisse apporter une solution à ce conflit qui continue chaque année, comme vous l'avez dit, à faire des dizaines de civils, des dizaines de victimes civiles et militaires. Et nous savons qu'il n'y a pas d'autre urgence aujourd'hui que d'obtenir un cessez-le-feu et la cessation de toute confrontation militaire et le retour à la table des négociations pour trouver une solution négociée et politique à ce conflit. Cela ne sera pas facile parce que la confiance est rompue entre les 2 parties et la propension à revenir à la table des négociations est aujourd'hui très faible. Mais la détermination de la France, qui, comme vous l'avez dit, est coprésidente du groupe de Minsk, aux côtés de ses partenaires russes et américains au sein de l'OSCE,
est absolument totale et c'est le sens du message que j'ai porté lors du déplacement que je viens de faire, vous l'avez rappelé, en Arménie et en Azerbaïdjan la semaine dernière. J'ai eu l'occasion, en rencontrant les deux présidents, M. Sarkissian et M. Alaïev, de les appeler à ce qu'a toujours été le message de la France, l'appel à un compromis de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur la question du Haut-Karabakh. C'est le message de la France et c'est ce même message que j'ai porté à Erevan et à Bakou. Les paramètres de ce compromis, ils sont connus, ce sont ceux que l'on appelle les principes de Madrid, c'est-à-dire le non-recours à la violence, le respect de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et le droit à l'autodétermination du Haut-Karabakh. Ce sont les lignes sur lesquelles doivent reprendre la négociation. Évidemment, il nous faut également assurer des garanties de sécurité pour l'Arménie et la réponse aux préoccupations de l'Azerbaïdjan. La France est totalement mobilisée à tous les échelons de l'État. Le président de la République avait reçu les deux présidents, Alaïev et Sarkissian, en octobre 2014 et nous sommes prêts à toutes les initiatives qui permettront de revenir à une solution de négociation pour la paix. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Nous en avons fini avec les questions d'actualité. Merci, Mesdames, Messieurs les ministres. Les prochaines questions d'actualité auront lieu le Voilà jeudi pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct sur l'antenne de Public Sénat. Une séance marquée par les échanges entre le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et le sénateur communiste de Paris Pierre Laurent. Pour en savoir plus, on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Bonjour Saveria, vous avez suivi pour nous cette séance, on l'a dit, dans une ambiance électrique parfois. Oui, une ambiance électrique avec le climat social et les violences policières. Tout d'abord, vous l'avez dit, avec la question de Pierre Laurent pour le groupe communiste sur les consignes données aux forces de l'ordre et en particulier sur l'utilisation des flashballs. Et là, on a vu un Bernard Cazeneuve sortant, comme il le fait très rarement, de ses gonds. Il faut au contraire saluer le travail et le courage des forces de l'ordre pour lesquelles vous n'avez pas un mot, monsieur le sénateur. Il faut rendre hommage à ceux qui, depuis des mois, exposent leur vie chaque jour pour protéger les Français. La dignité n'était pas dans votre question, a conclu fébrile Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, à l'intention directe de Pierre Laurent. Et puis, autre thème d'actualité, Delphine, le traité transatlantique, ce qui a donné l'occasion à Matthias Fekl de reprendre les propos de François Hollande ce matin. Il n'est plus possible de négocier derrière les portes closes, a martelé le secrétaire d'État. Ce matin, je rappelle que François Hollande a menacé de bloquer les négociations si Bruxelles n'obtient pas de concession de la part de Washington. Et puis enfin, à noter Jean Desessard pour le groupe écologiste qui a interpellé Emmanuel Macron sur la politique nucléaire française alors que la situation d'EDF continue d'inquiéter. Ce à quoi Emmanuel Macron a énergiquement répondu que le nucléaire reste au cœur de la souveraineté énergétique de la France. Voilà Delphine pour cette séance de questions d'actualité. Merci beaucoup Saveria. Et vous évoquiez à l'instant Emmanuel Macron, le ministre de l'économie. Il a répondu aux questions de Perrine Tarnaud, notamment sur le salaire de Carlos Ghosn. On écoute cet entretien enregistré un peu plus tôt sur notre antenne. Je pense que le mieux c'est de ne pas légiférer, mais le mieux c'est que chacun prenne ses responsabilités. Nous avons aujourd'hui décidé justement d'adopter un code AFEP-MEDEF et donc que la décision soit prise en bonne gouvernance d'entreprise. Il y a un dysfonctionnement en termes de gouvernance aujourd'hui chez Renault, je le dis très clairement, et je souhaite que le haut comité se saisisse, le haut comité de gouvernance d'entreprise, et que le conseil d'administration de Renault puisse se réunir à nouveau pour tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé. Pour la première fois dans une entreprise en France, eh bien, l'Assemblée générale des actionnaires s'est prononcée en majorité contre la rémunération 2015 de Carlos Ghosn. Ce que je souhaite, c'est que ce dernier puisse justement faire modifier les règles de sa rémunération 2016 pour en tirer toutes les conséquences. Ce qui suppose que le conseil d'administration se réunisse à nouveau et qu'il en tire toutes les dispositions. Si ça n'était pas fait, alors mécaniquement, nous serions contraints de rouvrir un sujet législatif. Ça n'est pas mon souhait, mais quand justement des dirigeants d'entreprise aujourd'hui ne prennent pas leurs responsabilités, quand des gouvernances sont défaillantes, parce qu'elles pensent que tout est permis et qu'il n'y a plus de comportement en responsabilité, en éthique, on est obligé de rouvrir des sujets comme celui de la loi. Le même conseil d'administration qui a pourtant validé cette rémunération. Il pourrait se dire ? Le conseil d'administration a aujourd'hui mandat de l'Assemblée générale, en effet, pour définir la rémunération. Néanmoins, ils ne peuvent pas considérer, et c'est bien l'esprit du code AFEP-MEDEF, qu'un vote en majorité négatif de l'Assemblée générale est un non-événement. Et donc, il y a un problème de gouvernance.
au conseil d'administration, l'État, les représentants des salariés, se sont prononcés contre, en conformité d'ailleurs avec le vote de l'Assemblée générale. J'appelle à la responsabilité les administrateurs indépendants et les dirigeants pour reconsidérer la rémunération 2016. Et qu'est-ce qui se passe si le conseil d'administration valide à nouveau cette rémunération? Mon souhait, c'est qu'ils puissent tirer les conséquences en termes de clarification, en termes de montant, parce que ce qui a été exprimé par l'Assemblée générale est plus complexe qu'une simple question de montant. Mais c'est que donc le haut comité de gouvernance d'entreprise se saisisse, donne ses recommandations, que sinon l'AFEP-MEDEF puisse le saisir et que le conseil d'administration tire toutes les conséquences de cette décision. Pas de manière optionnelle, mais dans les faits. Vous les menacez, quoi? Je les appelle à la responsabilité. Je préfère le formuler ainsi. C'est comme ça que je vois les choses. Mais je crois au fait qu'il n'est pas bon de légiférer sur ces sujets. Et je l'assume pleinement. Mais je dis simplement que si les organes de gouvernance des entreprises et les dirigeants utilisent en quelque sorte cette situation pour ne pas prendre leurs responsabilités, mécaniquement, nous serons collectivement amenés à légiférer. Donc, j'en appelle à la responsabilité et à l'éthique collective. Voilà pour cette déclaration d'Emmanuel Macron en direct sur notre antenne. On va tout de suite retrouver Perrine Tarnaud puisque Emmanuel Macron, selon une note confidentielle dévoilée par La Tribune, commencera à compter ses soutiens au Sénat en vue d'une éventuelle candidature à la présidentielle pour 2017. À l'initiative de cette liste, le sénateur socialiste François Patriat, il est à vos côtés, Perrine. Exactement, Delphine. François Patriat, donc, qui organise ses soutiens au ministre Emmanuel Macron. Vous êtes en marche ici au Sénat, François Patriat? Je trouve que le mot est très fort, mais quelle est la réalité? Il y a des parlementaires qui ont adhéré En Marche, je ne les connais pas. Moi, je peux vous dire que j'ai adhéré au mouvement En Marche. Je ne sais pas quels sont les parlementaires par ailleurs qui l'ont fait. Par contre, il y a des rencontres avec les ministres différents. Je pense que beaucoup de parlementaires ici, des jeunes, rencontrent les ministres dans des réunions soit politiques, soit autour de la politique territoriale. Il y a effectivement des sénateurs qui rencontrent Emmanuel Macron. Moi, je suis proche d'Emmanuel, c'est vrai. Je peux faire le lien avec eux, mais... Mais vous n'organisez pas un comité de soutien ici au Sénat, comme le révèle cette note publiée sur latribune.fr? Ça n'existe pas comme tel aujourd'hui. Il y a ceux qui acceptent de dialoguer avec Emmanuel, qui souhaitent le rencontrer, qui soutiennent son action par ailleurs. Je trouve qu'au moment où il est beaucoup critiqué aujourd'hui, et beaucoup la flèche de pas mal de pics compte tenu de l'actualité qu'il vit et qu'il a générée lui-même, il n'est pas normal que ceux qui aujourd'hui lui apportent son soutien puissent le manifester d'une façon ou d'une autre. Moi, à titre personnel, je les rencontre, je parle avec eux, je parle avec le cabinet aussi, mais je ne sais pas qui parmi eux est adhérent au mouvement. Quand on est ministre notamment de l'économie, c'est un poste important au sein du gouvernement, on peut avoir aussi cette action un peu solitaire, créer son mouvement politique, une action politique un petit peu en marge de celle de François Hollande et de celle de Manuel Valls en parallèle. Écoutez, il n'est pas le seul ministre aujourd'hui à animer soit un courant, soit un mouvement. Je pense que Mais en son nom propre, si peut-être. Emmanuel Macron, c'est à la fois un mélange de courage et d'intelligence qui s'appelle la modernité avec du fond. Et qu'il a des idées à faire passer et qu'il souhaite qu'avant le débat présidentiel, on puisse en débattre. Il me semble qu'actuellement, on ne parle que des personnes, que des noms, que des primaires autour des candidats. On ne parle pas des questions de fond, on ne parle pas des propositions, on ne parle pas des programmes. Donc Emmanuel Macron a le mérite de dire aujourd'hui la France est suffisamment en difficulté, il y a suffisamment de challenges à relever pour qu'on puisse en débattre maintenant. Il faut un lieu qui soit ouvert, en dehors des partis. En Marche n'est pas un parti, c'est un mouvement qui rassemble des gens de tous bords pour pouvoir discuter des problèmes de la France et y apporter des réponses. Ça ne me paraît pas une démarche qui soit, je veux dire, trop anachronique pour ne pas être suivie. Mais qu'est-ce que vous souhaitez, vous, in fine, François Patriat? Est-ce que vous souhaitez qu'Emmanuel Macron soit candidat à la présidentielle en 2017? Vous voyez, vous me parlez déjà des problèmes de personnes, je reprends le schéma. Ah non, mais pour porter le projet dont vous venez de me parler, il faut bien une personne pour l'incarner. Je crois qu'Emmanuel Macron a dit une chose, il a dit « Ma loyauté envers le président de la République ne doit pas être mise en cause ». Je souhaite que ce mouvement soit bienveillant, que ce soit un mouvement de dialogue. Il sera temps de parler des candidats à la fin de l'année, au début décembre. Très bien, écoutez, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'Emmanuel Macron, notamment ici au Sénat. Merci beaucoup François Patriat d'avoir répondu en direct à nos questions, Delphine. Merci Perrine pour cette réaction. Et puis nous vous en parlions, cet échange musclé entre Pierre Laurent, sénateur communiste de Paris, et Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, à propos de la question des violences policières. On écoute tout de suite la réponse du ministre de l'Intérieur. Pendant cette séance, j'aurais eu deux questions. Une première venant de l'opposition, expliquant qu'il n'y a aucune consigne donnée aux forces de l'ordre pour témoigner d'une fermeté à l'égard des casseurs. Et puis une seconde émanant de vous,
disant qu'il y a des consignes d'extrême dureté à l'égard des manifestants. J'en conclus que le parti de l'outrance sait se réunir lorsqu'il s'agit, dans la manipulation, de travestir ce qu'est la réalité de l'action des forces de l'ordre. Et Monsieur Laurent, laissez-moi vous dire avec la plus grande netteté les choses, qu'à aucun moment il n'y ait un mot dans la question que vous avez posée. Oui, Madame la sénatrice, il faut être sérieux. Et qu'à aucun moment il n'y ait un mot pour dire qu'il y a eu l'an dernier 18 000 policiers blessés et 8 d'entre eux décédés, victimes de violences. Qu'il n'y ait pas un mot pour dire que depuis des mois, il y a des policiers et des gendarmes en France face à un niveau de menace terroriste extrêmement élevé, qui assure la protection des lieux de culte, qui assure la protection des Français, quelles que soient leurs origines, pour que la paix sociale puisse être maintenue et que les libertés publiques puissent être préservées, est absolument, je vous le dis, monsieur le sénateur Laurent, scandaleux. Et puis, nous vous le disions, la loi travail est arrivée à l'Assemblée nationale. Les députés ont entamé son examen sur fond de manifestations dans la rue. Voyez ce reportage de Sandra Serkira. La loi travail arrive à l'Assemblée nationale et les syndicats de force ouvrière à la CFE-CGC comptent bien faire pression sur les députés. Une majorité d'entre eux demande même son retrait. C'est pas la première fois qu'un gouvernement se sera trompé et qui dira « je me suis trompé, on recommence tout à zéro », c'est ce qu'on propose depuis le début. Il faut que le peuple et les salariés soient entendus. Tous rassemblés aux côtés des étudiants et lycéens. La loi travail a eu beau être modifiée, elle reste pour eux inacceptable, la qualifiant même de dangereuse dans un tel contexte de chômage. La philosophie générale du projet de loi reste la même. C'est toujours l'inversion de la hiérarchie des normes, donc qui aura très concrètement pour conséquence que chaque entreprise aura son propre code du travail et donc ça favorise le dumping social, ça favorise le chantage à l'emploi, etc. Et donc ça c'est un vrai problème. Et après toujours ces mêmes dispositions derrière qui permettent de faire travailler plus, gagner moins et se faire virer plus facilement. La loi devrait être votée le 17 mai à l'Assemblée. Et même si Manuel Valls affirme ne pas privilégier l'utilisation du 49.3, il manque pour l'instant 40 voix à l'appel pour que la loi El Khomri soit adoptée. Et puis autre temps fort de l'actualité au Sénat cet après-midi, c'est le vote à la quasi-unanimité du projet de loi pour une République numérique. 322 voix pour, seulement une contre. Alors pour comprendre les enjeux de ce texte et la position du Sénat, on retrouve Saveria Rojek en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Oui, Delphine, les sénateurs ont donc voté ce texte à une quasi-unanimité, mais ils l'ont également modifié. Résultat, pas sûr qu'un accord soit facilement trouvé avec l'Assemblée nationale. Deux mesures en particulier gênent à la fois le gouvernement et la majorité à l'Assemblée. Tout d'abord, le Sénat a souhaité freiner l'open data, c'est-à-dire l'ouverture à tous des données de l'État, des collectivités et des entités publiques. C'est pourtant une des pièces maîtresses du texte d'Axel Lemaire, mais pour le rapporteur du texte au Sénat, Christophe-André Frassa, il faut justement prendre en compte les risques de violation de secret en amont de la diffusion de ces données. Puis autre point d'achoppement, tout ce qui concerne l'économie collaborative, les sénateurs veulent obliger les sites comme Le Bon Coin à déclarer les revenus perçus par leurs utilisateurs. Trop compliqué pour le gouvernement. Voilà donc Delphine pour les deux mesures sur lesquelles achoppent encore Sénat et Assemblée nationale sur ce texte sur la loi numérique. Merci beaucoup Saveria. Tout de suite, direction l'Assemblée nationale pour vivre les débats sur la loi travail. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.